Bonjour à tous. Je vois que vous commencez à tous participer. Enchantée. Du coup, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. On va attendre quelques instants le temps que les connexions se fassent. Vous avez un chat, si vous avez besoin de poser vos questions, surtout n'hésitez pas. Je suis du coup Valentine Gut, responsable partenariat chez Mimosa. J'ai accompagné, ainsi que Clarisse Jouzeau qui est également connectée, Monsieur Roborel et Monsieur Gonel Cotet dans les projets, ces deux porteurs de projets qu'on va vous présenter. Et l'idée de ce webinaire est donc de pouvoir vous présenter un peu plus en détail ces projets et les raisons pour lesquelles on a souhaité intervenir sur ces projets-là. Voilà, vous donner plus de clés de compréhension. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. On prévoit un temps d'échange, un premier temps de présentation de la part des porteurs de projets. Et dans un second temps, un temps de questions-réponses. Donc, on va commencer par le projet Roborel et ensuite, on présentera le projet Apo Énergie. Donc, à chaque fois, un temps d'échange avec les porteurs de projets est prévu. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, en tout cas, entre-temps, si besoin, à poser vos questions dans le chat. Je les regarderai ensuite. Alors, je vois que Émeric Roborel se connecte. Ah, c'est bon? Oui. Alors, impossible de démarrer, vous ne pouvez pas démarrer. C'est l'animateur qui l'a arrêté. Oui, c'est vous qui avez... Je ne peux pas démarrer la vidéo. Alors, écoutez, je regarde. Normalement, je ne vois pas, je n'ai pas l'impression que j'ai la main dessus. Vous m'entendez, Valentine? Ouais, je vous entends. Je suis en train de regarder Ah oui. si je peux vous le faire apparaître, mais... Alors, mettre ma vidéo, effet studio, d'accord. Mais en effet, je ne vois aucun de vous. Désactiver le son, non. Moi, je vois que impossible de démarrer la vidéo. Vous ne pouvez démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Ouais, j'ai la même chose. J'ai la même, hein. Bonjour, Genaël. Bonjour. Écoutez, de toute façon, il se trouve qu'on va présenter, je vais projeter la présentation. Donc, la vidéo est coupée. Donc, si ça vous va de le faire avec le son de la voix, en son vidéo, si c'est OK pour vous. Oui, on va peut-être trouver un moyen de le débloquer un petit peu plus tard, chemin faisant. Ouais. Je vois que nous avons déjà 21 participants. On va peut-être attendre 2-3 minutes supplémentaires et puis ensuite on commencera, puis ça va. Oui, très bien. En tout cas, on peut peut-être commencer. Alors, je vais, du coup, comme je vous disais, partager mon écran. Donc, l'idée étant de vous laisser la main, donc de présenter dans un premier temps Mimosa et la raison d'être de Mimosa.
Et puis, dans un second temps, on va partager le temps en deux, avec, dans une première partie, Émeric, la présentation du projet Roborel, et puis dans un second temps, la présentation de d'Apo Énergie, en sachant qu'on prévoit, comme je le précisais un petit peu en amont, un temps d'échange avec chacun d'entre vous à la fin de votre présentation, si nous avons des questions de la part des participants au webinaire. Alors, je lance donc mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce qu'une personne simplement pourrait me répondre? Oui, pour moi. Oui. Merci beaucoup. Donc, enchantée et bienvenue à tous sur ce webinaire. Comme je le précisais, je le reprécise pour les nouveaux arrivants, l'idée étant de pouvoir partager avec vous ces deux projets qui sont actuellement en ligne sur Mimosa et d'avoir un temps d'échange directement avec les porteurs de projets, donc avoir une vision plus détaillée de chaque projet et un petit focus aussi sur les raisons et les facteurs clés de succès qui nous ont poussé, nous, Mimosa, à accompagner ce projet. Alors, en quelques mots, la raison d'être de Mimosa, c'est véritablement l'avenir agricole. La vocation de Mimosa, en toute modestie, c'est de pouvoir collaborer, de pouvoir apporter une solution au financement qui est un des enjeux importants du XXIe siècle concernant l'agricole, le monde agricole qui est aujourd'hui dans une phase de transition très importante avec des enjeux conséquents sur notamment la transmission et la régénération d'une agriculture durable. L'idée, le principe de Mimosa, c'est véritablement de pouvoir accompagner les projets dans leur développement, création, à travers le financement. Donc, nous accompagnons ces porteurs de projets avec le don avec contrepartie et le prêt participatif, ce qui est le cas des projets présentés aujourd'hui, avec l'engagement des citoyens qui viennent directement du coup financer ces projets-là. C'est vraiment on recrée un lien entre le monde agricole et le reste de la société. Tous nos projets sont financés en partie par les citoyens et une autre partie peut provenir aussi des entreprises qui collaborent également et qui viennent participer au financement de ces projets-là. En quelques chiffres, Mimosa a aujourd'hui financé plus de 6500 projets, ça représente 120 millions d'euros de financement et ce financement provient donc du coup de la communauté de 500 000 personnes qui est aujourd'hui engagée et, pour le financement de ces projets-là. Du coup, donc dans un premier temps, on va avoir un temps de focus pour présenter le projet de l'entreprise Roborel de Clémence avec Émeric Roborel de Clémence, affineur de whisky français. Pardon, excusez-moi. Est-ce que, Émeric, vous pourriez nous présenter en quelques dates clés peut-être l'entreprise et votre projet? Oui, alors bonjour à tous. Merci de participer à ce moment de partage et d'échange. Moi, je suis originaire de Bordeaux et du monde viticole. Je me suis formé à la faculté d'œnologie et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le secteur viticole de la région bordelaise, dans le Médoc et à Saint-Émilion. À la fois en tant qu'œnologue conseil dans le début de ma carrière, puis ensuite en tant que responsable technique de propriété, puis directeur de domaine viticole, avant d'opérer une mue professionnelle qui a démarré courant 2017, où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de monter un projet autour de spiritueux français et particulièrement du whisky français. Alors, cette mutation, elle s'est faite parce que depuis longtemps, je cherchais un projet entrepreneurial. Et puis, ce qui m'a plu, c'était
outre le fait que j'étais un amateur de whisky, en plus d'être un amateur de vin, c'est de trouver le moyen de concilier finalement les deux univers, à savoir que le whisky français est un produit agricole, hein, issu de l'orge, et que on en parlera peut-être plus en détail. On est aujourd'hui à l'orée d'une filière qui est en train de se structurer autour d'un produit qui n'était pas traditionnellement produit en France. Or, on a ici toutes les compétences. Et puis, une des caractéristiques du whisky français et du whisky en général, c'est que ce qui fait une grande partie de ses caractéristiques, c'est son vieillissement et le type de fûts qui sont utilisés pendant le vieillissement. Et en fait, quand on utilise des fûts usagés qui ont contenu tel ou tel type de produit, de vin doux naturel, eh bien, on profile ainsi le whisky. Ça, c'est une tradition écossaise que nous, les Français, avons bien évidemment repris. Et j'ai vu dans ce moment technique de transformation un réel intérêt pour pouvoir demain écrire l'histoire du whisky français en lui donnant des caractéristiques qui viendraient de nos anciens fûts de vin, de nos différentes régions viticoles, grâce à la multiplicité des cépages et des caractéristiques. Et c'est ainsi autour de ce travail d'élevage, d'affinage, de vieillissement que je me suis dit qu'il y avait un projet qui pouvait avoir beaucoup de sens pour moi et me permettre de valoriser une expérience acquise dans le vin et de la transmuter dans cette filière naissante qui était le whisky français. Merci beaucoup. Est-ce que justement, par rapport au marché, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de clés de compréhension sur le marché du whisky? Alors, le marché du whisky français, c'est un marché qui est absolument colossal parce que c'est un des alcools majeurs consommés dans le monde, parce que l'industrie écossaise est très dynamique, entre autres. Donc, les quelques chiffres que vous voyez nous montrent que l'Écosse produit à peu près et distribue tous les ans 1,5 milliard de bouteilles dans le monde, ce qui en fait un des alcools principaux consommés dans quasiment tous les pays du monde, et particulièrement en France, puisqu'on est un des premiers pays consommateurs de cet alcool, avec près de 200 millions de bouteilles consommées par an. Pour donner un petit ordre de grandeur, la région de Cognac produit 300 millions de bouteilles par an et qu'elle vend principalement à l'export. Donc, l'échelle de grandeur du whisky est vraiment assez colossale. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on est une terre viticole, on voit bien qu'on est une terre d'amateurs de bière, mais on est une grande terre d'amateurs de spiritueux. Et notre spiritueux préféré, à nous les Français, c'est le whisky. Donc, aujourd'hui, relocaliser une production de whisky en France, ça a du sens parce que localement, on est un pays amateur, on est un pays connaisseur, on consomme du volume et de la qualité. Et donc, en s'appuyant là-dessus, il y a une logique finalement à créer une filière qui, aujourd'hui, est l'occasion de créer une filière valorisante pour notre production d'orge, qui était jusqu'à présent essentiellement consacrée à la production de bière ou à l'alimentation animale. Voilà. Merci pour ces informations, ces précisions. Par rapport à l'entreprise, au projet de développement et à la raison sous-jacente du financement, est-ce que éventuellement vous pourriez nous partager justement les canaux de distribution et les axes stratégiques de développement que vous avez mis en place et que vous prévoyez aussi dans un temps court? Alors en fait, j'ai donc assez logiquement privilégié, quand j'ai démarré l'aventure, la distribution sur le marché français. J'ai fait le choix de développer mon propre réseau d'agents. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mais aujourd'hui, les agents commerciaux sont le maillon indispensable qu'utilisent tous les acteurs des vins et des spiritueux pour atteindre, que ce soit les cavistes, que ce soit la grande distribution, tout ce qui est café, hôtel, restaurant, enfin, l'ensemble des acteurs du marché
sont mis en contact avec la production par ces agents qui sont des intermédiaires commerciaux. Donc moi, j'ai donc fait le choix d'en développer un propre plutôt que de m'attacher à une maison de distribution parce qu'il me semblait important d'avoir un lien le plus direct possible entre mon produit, mon histoire, la valeur ajoutée que je pensais y apporter et les clients. Donc aujourd'hui, ce réseau est constitué d'une quarantaine d'agents qui m'ont permis d'ouvrir à peu près 800 comptes clients. Alors, ce n'est pas un chiffre statique puisqu'il est en constante évolution mois après mois. Et donc, l'un des enjeux majeurs pour moi aujourd'hui, c'est de continuer à développer ce réseau qui a connu une très forte croissance dans les premières années de mon lancement et qui aujourd'hui a besoin de continuer à être alimenté par des visites sur le terrain, des animations, des masterclass et tout un tas d'opérations commerciales de terrain que je fais personnellement et entouré aussi d'une équipe de jeunes alternants. Et donc ça demande du temps et du coup des finances pour poursuivre ce développement sur ce réseau, ce marché phare qu'est la France. Et l'autre enjeu majeur, c'est le développement de l'export que j'ai démarré dès le début de mon aventure, mais qui est aujourd'hui clairement un des enjeux majeurs du développement et de la pérennisation de l'entreprise. Et là, on a beaucoup de dossiers qui ont été ouverts, mais qui demandent pour qu'ils se développent et qu'ils se multiplient, là aussi encore pas mal d'énergie en temps et en finances pour assurer des salons, des déplacements, et puis le temps nécessaire à l'ouverture de ces comptes clients qui prennent plus de temps que quand on va démarcher un caviste dans son département. On peut imaginer. Voilà. Et donc, ça, c'est le deuxième axe majeur de développement, c'est l'export. Et puis, il y a un axe complémentaire, ça est le développement en grande distribution. Alors, aussi qui demande là le démarrage d'un nouveau réseau que j'avais commencé à développer très doucement au début de mon aventure, mais sur lequel maintenant je mets un enjeu majeur aussi de diversification. Et je soulignerai un dernier point, c'est aussi l'activité locale, parce que je me suis attaché au début du développement de mon activité à ne pas faire de ma marque un whisky régional. Je voulais que ça soit un whisky de France qui représente à la fois plein de savoir-faire français et qui soit distribué le plus largement possible. Et bon, cet objectif a été atteint puisqu'on travaille dans quasiment tous les départements de France. On a des représentants à peu près partout. Mais du coup, maintenant, j'ai un enjeu à en faire aussi une marque locale, c'est-à-dire une marque girondine. Et ça passe par la création de l'implantation de mon site de production dans une ancienne carrière de pierre dans le village de viticole de Saint-Émilion. Et puis par une démarche accrue auprès des acteurs locaux pour se faire reconnaître comme un producteur local. Et là, je pense qu'il y a aussi un fort levier de maillage de mon département et de la région. Voilà. Entendu. Merci beaucoup. Peut-être reprendre la main, si ça vous va, Aymeric, par rapport aux précisions que vous nous avez apportées. Pour préciser un petit peu, aujourd'hui, nous, le champ d'intervention de Mimosa, on est intervenu et je vous laisse compléter si ça vous va mes commentaires. Mais l'idée de ce financement est de venir participer justement comme le précisait Aymeric, au développement commercial sur le marché français de l'entreprise, financer du coup le développement et l'export comme ça a été précisé et développer les nouveaux produits de liqueurs, la gamme de grande distribution. Et vous ne l'avez pas évoqué, mais peut-être un petit mot si vous souhaitez sur le développement de votre activité de spiritourisme. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez l'ensemble des acteurs français de cette filière whisky qui est en
en plein développement, hein, puisque quand j'ai démarré en 2019, il y avait une cinquantaine d'acteurs, on est aujourd'hui une centaine, assez bien répartis sur le territoire, et on a par cette régionalisation de nos activités la possibilité d'accueillir localement des gens dans nos sites de production pour justement expliquer ce que c'est que le whisky, que c'est un produit agricole qui subit toute une série de transformations entre le champ, le maltage, le brassage, la distillation et bien évidemment l'élevage, l'affinage, qui font rentrer des compétences, des produits traditionnels, hein, notamment la barrique, hein, de chêne français, et tout ça fait qu'on a plein de choses assez passionnantes à exposer. Et comme le no-tourisme a connu un essor en France depuis maintenant une petite vingtaine d'années, et particulièrement à Bordeaux avec un gros dynamisme depuis une dizaine d'années, eh bien, le spiritourisme vient s'imbriquer dans cette dynamique, d'inviter les gens, je dirais, à la ferme, à venir découvrir des savoir-faire artisanaux, pas forcément tous traditionnels, bien que finalement dans la fabrication du whisky, c'est plein de métiers que les Français maîtrisent depuis longtemps, que ce soit bien évidemment la distillation, le travail du bois et de l'élevage d'eau de vie en barrique, etc. Donc voilà, là il y a finalement une jonction entre tradition et innovation qui est assez intéressante à développer. Tout à fait. En effet. Merci beaucoup pour ces précisions. On voulait du coup vous faire part, nous, de nos motivations à accompagner le projet, étant donné que chaque projet que nous accompagnons a vraiment une mesure d'impact. On souhaite vraiment accompagner la transition agricole et alimentaire. On a voulu vous partager les vertus du projet d'un point de vue justement impact, avec notamment la participation du coup à la structuration d'une nouvelle filière agricole, ce qui nous tient à cœur évidemment chez Mimosa, ce qui constitue aussi de nouveaux débouchés pour l'orge français, participer à la naissance du whisky de France, ni plus ni moins, et de son IGP. Relocaliser sur le territoire la production, du coup, comme vous le disiez, de la première boisson alcoolisée consommée en France. La création d'emplois également sur l'ensemble des acteurs de la filière, à la fois en agriculture, en malterie, en brasserie, distillerie et distribution. Et la revalorisation aussi des fûts de vin qui est du coup utilisé là dans l'affinage et qui sont après en général 3-4 ans utilisés chez les vignerons, vont pouvoir trouver un nouveau débouché dans cette filière-là. Voilà les caractéristiques d'un point de vue impact. D'un point de vue financier, aujourd'hui, selon nous et selon l'analyse que nous avons réalisée du projet, les facteurs clés de succès de ce projet-là sont, tout d'abord, l'expertise dont dispose Émeric avec le parcours qu'il vous a présenté et son expertise en enologie. D'un point de vue purement financier, c'est aussi la structure financière saine, avec un faible endettement, un niveau d'endettement qui est faible, un BFR qui est maîtrisé également, notamment grâce aux conditions de paiement privilégiées avec le partenaire fournisseur EP, qui permettent vraiment de contrôler, de maîtriser le BFR de l'entreprise. Et une santé économique rassurante avec un niveau de trésorerie qui est positif, tant sur l'historique que sur les prochaines années, même dans un cas dégradé, donc des prévisions réévaluées à la baisse que nous avons pu faire. Et enfin, un dernier point qui nous semblait essentiel de partager, c'est la relation symbiotique entre les fournisseurs et l'entreprise Boréal de Clémence, avec vraiment une valorisation de la production du fournisseur qui est rapidement transformée et transformable en production, donc sous la marque de l'entreprise familiale. Voilà, qui vraiment montre une capacité de vente rapide et qui permet aussi de monter les débouchés si besoin. Je vois le temps qui file et je vous propose de partager des questions de cette manière-là. Émeric, je vous laisse répondre. Je vois du coup qu'on avait une question sur le spiritourisme, pardon.
et en quoi ça consistait et si c'était déjà possible à l'heure actuelle de participer enfin, si vous aviez déjà développé votre activité de spiritourisme. Oui, l'activité a démarré depuis quelques semaines maintenant. On est opérationnel pour recevoir des groupes. On a deux formules aujourd'hui. Une formule visite-dégustation qui consiste à découvrir et à goûter de quelle matrice on part, c'est-à-dire un distillat fraîchement sorti d'alambic, et on fait goûter le whisky à différents stades de vieillissement pour comprendre quelles sont les phases de transformation et quelle est la valeur ajoutée particulière de ma technique d'affinage en ex-fût de vin. Donc ça, c'est la première proposition qui est facturée 25 € par personne. Et on a un atelier assemblage qui consiste à inviter des petits groupes à venir fabriquer leur propre whisky en se basant sur des bases de la maison et de quelques whiskies dits ingrédients à saveur un peu plus soutenue, de manière à profiler un whisky propre à chacun. Et les participants repartent avec une petite bouteille de 20 centilitres étiquetée maison. Et voilà, cet atelier, alors la visite dégustation va durer 1 heure, 1 heure et demie. L'atelier est plutôt sur 2 heures, 2 heures et demie, et coûte lui 85 €. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je le précise pour les participants, si vous souhaitez prendre la parole ou écrire directement vos questions dans le chat, on y répond directement. Voilà, merci beaucoup Émeric. Je vous propose Merci. de passer du coup au second projet. Qui est donc du coup le projet d'Apo Énergie. Ah pardon, excusez-moi, pardon, quand même essentiel de vous partager le prêt du coup qui a été engendré, contracté auprès de Mimosa, qui est du coup d'un montant de 110 000 € avec un taux d'intérêt aujourd'hui de 5,65%. Donc, en tant qu'investisseur, vous touchez directement de manière mensuelle. Il n'y a aucun différé qui a été mis en place et le prêt est d'une durée de 60 mois. Voilà, vous pouvez retrouver évidemment le projet directement sur la plateforme Mimosa. Merci beaucoup, Émeric. Je vois qu'il y a une question, pardon, excusez-moi, sur si vous considérez de proposer du whisky en bio. Oui, il y a du whisky en bio qui est en cours de vieillissement, qui sera opérationnel d'ici 1 an ou 2 à peu près, hein, qui représentera dans un premier temps qu'une partie de la production, hein. Mais voilà, on a entrepris, je dirais, en collaboration avec la distillerie chez qui je me fournis cette démarche de manière à pouvoir proposer cette offre complémentaire et puis à l'avenir éventuellement à repositionner une partie ou totalité de la gamme selon je dirais, les enjeux économiques et écologiques qui nous sembleront bons de statuer le moment venu. Très bien. Merci beaucoup, Émeric, pour ces précisions et pour ce temps que vous nous avez dédié. Avec plaisir. Merci à vous. Du coup, je vous propose donc de passer au second projet qui est Apo Énergie, un sujet de la fabrication et de la distribution d'aliments pour le bétail. Nous avons du coup Gwenaël Cotet qui est, je vous laisse vous présenter peut-être Gwenaël, pour vous présenter également ce projet d'Apo Énergie et puis plus précisément de Nutrifarm. Bonjour, merci Valentine. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, nous vous entendons. C'est parfait, merci. Donc, Gwenaël Cotet, effectivement, donc moi je suis le directeur commercial d'une société qui s'appelle Apo Énergie, dont je propose de vous dire 2 mots avant de passer à Nutrifarm et justement à ce projet de fabrication locale d'aliments pour le bétail. Donc, Apo Énergie, nous sommes une société de services énergétiques et travaillons
principalement avec une clientèle dans l'agroalimentaire et dans l'agriculture. On travaille pas mal avec des serristes, par exemple, producteurs maraîchers sur les sujets énergétiques qui les concernent, avec des industries de transformation carnée, laitière, sur des sujets alors on retrouve au cœur des sujets les consommations d'énergie et l'optimisation énergétique très souvent. Et puis, quand on s'attache aux consommations d'énergie, on arrive aussi tout naturellement au process de fabrication. Donc, il y a des sujets qui sont souvent imbriqués entre optimisation énergétique, autoproduction, autoconsommation et tout autre type d'optimisation. Et puis, une notion sur les outils de fabrication et d'optimisation également. Et donc, voilà, on a exposition sur le domaine agroalimentaire et agricole forte. Et puis, ce sont des secteurs que l'on apprécie, donc sur lesquels on aime à travailler également. Il y a d'autres dans des secteurs très énergivores sur lesquels Aponergie travaille, mais qui sont pas dans le sujet aujourd'hui. Donc voilà. Donc alors nous travaillons sur tout le scope de ce qui peut amener à de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la réalisation d'audits, la préconisation de solutions et le dimensionnement de solutions correspondantes, la mise en œuvre ou l'assistance à la mise en œuvre ou la mise en œuvre nous-mêmes des solutions correspondantes, et puis l'exploitation au travers de contrats de service, donc avec une récurrence d'exploitation sur la durée de contrat de service et des contrats qui vont durer de 5 à 15 ans, selon la nature justement des matériels, la nature des solutions qui auront été installées et puis qui sont exploitées de façon sous-jacente. La zone géographique de chalandise, et puis là on va en arriver au projet, effectivement la zone de travail d'Aponergie, c'est principalement toute la France administrative, y compris l'outre-mer, et là on va parler de la Réunion notamment. Et nous avons aussi des présences sur 2 pays étrangers en Europe. Donc voilà. Mais également, agroalimentaire et outre-mer sont deux traits forts sur lesquels voilà, on peut parler de caractéristiques sur le travail d'Aponergie sur ces secteurs géographiques et d'historique. Et donc, pour en arriver à la Réunion sur laquelle on est présent, représenté, sur la Réunion, eh bien, nous avons là-bas noué un partenariat avec une société nommée Nutrifarm. Au terme de partenariat, on est associés, donc c'est plus qu'un partenariat, c'est une filiale aujourd'hui d'Aponergie, Nutrifarm, et une société Nutrifarm qui développe un projet sur lequel justement on a été très sensible. Il s'agit de produire de l'aliment pour bétail sur donc un secteur qui est limité géographiquement nécessairement, puisqu'on parle de l'île de la Réunion, enfin bien que l'île de la Réunion c'est 800 000 habitants, donc c'est un marché à part entière qui est organisé. Et l'île de la Réunion, en termes d'alimentation du bétail, est occupée de façon quasi monopolistique par un acteur principal. Quelques petits acteurs, mais vraiment, voilà, on est en situation de quasi-monopole. Donc, notre projet arrive sur une situation qu'on peut considérer d'ouverture de marché, d'ouverture monopolistique, ce qui, en termes de croissance commerciale et puis de réussite commerciale est quelque chose qui est très important pour nous pour avoir sélectionné ce projet également, puisque ça nous permet d'arriver dans des situations, en règle générale, quand on vient face à un monopole où on sait que commercialement, il y a pour peu qu'on ait bien sûr les bons accessoires de positionnement, en règle générale, on va vers des success stories. Donc ce qu'on envisage ici. Alors, le marché de la Réunion, en termes de fourniture d'aliments du bétail, on en parlait. Ici, les points forts de positionnement du projet sont l'établissement de circuits courts qui, justement, sur les gros faiseurs, existent assez peu aujourd'hui. Donc, on parle de collecte de céréales sur place, notamment. Les tourteaux qui représentent la partie protéine dans un aliment, eux
sont à importer dans le moins possible, mais là, on n'y coupe pas, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais la France est déficitaire en matière de protéines, et les tourteaux qui sont intégrés dans les aliments du bétail, qu'on soit en métropole, qu'on soit sur l'outre-mer, sont en règle générale des sojas. Et donc, il n'y a pas de production de soja en France, donc on a cette partie-là qui doit dans tous les cas être importée. Mais ça représente 15-20% des matières premières pour fabriquer un aliment. Donc sur le reste, circuit court, à la fois pour la collecte des céréales et donc des matières premières, pour le travail des céréales réalisées sur place, ainsi que pour le transport, puisque là, on parle d'un premier ensemble de fabrication qui est destiné à être la maison mère, hein, justement, de fabrication, avec sa zone aussi de distribution qui sera limitée. On envisage le projet comme étant scalable dans le temps, avec 3 autres sites de fabrication qui seront des plus petits sites qui feront l'objet de tranches supplémentaires. Et la partie efficacité énergétique et économie d'énergie est très largement prise en compte, puisque le but est d'avoir un site de fabrication qui devienne autonome. Alors, dans un premier temps, il ne le sera pas totalement, on a besoin d'une deuxième tranche pour ceci, mais qui tend à devenir autonome en termes de fourniture d'énergie via centrale photovoltaïque. Et le deuxième temps nécessitera du stockage, justement, d'énergie. Donc, voilà pourquoi il y a un deuxième dimensionnement énergétique qui va être à prévoir sur le projet. Donc, voilà, résumé un petit peu. Et la partie, donc, je vous dis, marché, process, la partie énergétique du projet. Donc, alors, on parle matériellement, donc centrale photovoltaïque, je vous disais, on va parler de matériel de fabrication qui bénéficie de systèmes d'économie d'énergie tels que des variateurs de vitesse sur les moteurs, tels que de la gestion technique centralisée informatique de façon à pouvoir optimiser les consommations. Voilà, autant d'optimisation possible de façon à avoir une empreinte qui soit le minimum, et également des véhicules électriques pour transporter à la fois sur site comme pour faire les livraisons, de façon à avoir là aussi donc, le moins de kilomètres possible, et sur les kilomètres parcourus, une empreinte qui soit la plus faible possible. Voilà, l'exploitant sur place est expérimenté dans le domaine, puisqu'il opère lui déjà avec une clientèle d'agriculteurs, donc qui plus est, la prospection des nouveaux clients est facilitée par cet historique. Il opère notamment sur aujourd'hui la vente de machinisme agricole, hein, donc pleinement avec les mêmes clients en fait, et il s'agit d'offrir une autre prestation sur laquelle le besoin est exprimé. Mais sans aller conquérir un marché totalement nouveau, on est sur une consolidation de clientèle existante déjà. Voilà, et donc outre nous-mêmes, le projet bénéficie du soutien du FEADER, donc le FEADER sur lesquels les dossiers d'obtention de subventions, alors les subventions sont toujours payées après réalisation des investissements, hein, donc il faut porter les travaux pendant ce temps-là, mais ça fait partie de notre rôle justement, et donc il y aura subvention a posteriori qui diminuera justement l'exposition Mimosa, exposition Aponergie et puis exposition Mimosa une fois la subvention perçue. Et il est notamment envisagé du remboursement par anticipation quand les subventions seront versées le moment venu. Voilà, résumé un petit peu, hein, voilà, je vous propose peut-être un question-réponse pour si vous avez quelconque précision sur le sujet. Valentine, est-ce qu'il y a d'autres choses, partie projet à développer ou... Non, merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être de notre côté, partager du coup de la même manière les apports, enfin notre point de vue sur la notion d'impact du projet, les vertus du projet, sur, comme vous le citiez, hein, l'installation des panneaux solaires pour l'autoconsommation. La réduction de l'empreinte carbone par rapport à une production respectueuse de l'environnement. De préciser aussi que le projet a pour vocation la création de 9 embauches sur 3 ans.
Et enfin, de réduire du coup les dépendances des éleveurs par rapport à la situation monopolistique que vous précisiez en détail. Ok. Ce qui aussi d'ailleurs de fait réduit le coût d'achat de 30% pour les agriculteurs. Ça, c'est Alors, ouais, effectivement, ouais, c'est à la fois facteur de gain pour les clients et puis facteur de succès commercial. Effectivement, l'offre prix était sur un positionnement inférieur à l'offre moyenne constatée aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. Et puis après, pour les facteurs clés, pour vous partager les facteurs clés du projet, aujourd'hui, évidemment, la motivation et l'implication des investisseurs à financer le développement des projets est forcément, enfin, sur du court terme, en plus, est important pour nous et montre vraiment l'implication d'Apo Énergie dans le projet. Aujourd'hui, c'est une activité rentable qui n'engendre que des charges variables, avec un marché des économies d'énergie extrêmement porteur, dû à la réglementation notamment, avec des obligations de réduire drastiquement les consommations d'énergie sur la période 2022-2025, plus qu'auparavant, donc avec le rachat de CEE, pardon. Je vais regarder du coup les questions-réponses. N'hésitez pas, enfin les questions, pardon, n'hésitez pas à les poser. Alors, nous avons une question sur la réduction. Ah bah, si vous pouviez détailler la réduction du coût d'achat pour les agriculteurs, peut-être un peu plus en détail. Oui, alors, mais sans entrer dans les détails, mais voilà, aujourd'hui, si on fait une comparaison prix de marché par rapport aux gammes d'aliments qui sont proposées et à regarder par rapport au pricing que l'on entend proposer, on a de l'ordre de 20% de différence de prix, donc un prix qui est inférieur. Donc, quand on parle de réduction du coût d'achat, on est directement là à proposer une réduction du coût d'achat du post-aliment chez les agriculteurs qui seront clients. D'accord. Merci. Merci pour cette précision. Pour les détails de la collecte, aujourd'hui, nous avons du coup, alors il s'agit de la 3e tranche de financement. Pour le projet, je ne l'ai pas spécifié d'entrée de jeu, mais le financement de Mimosa représente un financement de 773 000 € au total, qui ont été divisés en 3 tranches de financement pour répondre à la temporalité des besoins de financement. On est donc sur la 3e et dernière phase, qui est d'un montant de 282 000 €. Aujourd'hui, 19 000 € et quelques ont été déjà récoltés. Le taux d'intérêt pour ce projet est de 6,5% avec des échéances mensuelles et sur une durée de prêt relativement courte, puisque de 48 mois. Voilà. Je crois que… Ah non, pardon, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci à vous. Attendez, excusez-moi. Pourriez-vous récapituler les CE pour 2024 ? On me demande-t-on. Alors, qu'entendez-vous par CE ? Est-ce que ça pourrait être les CEE? Je ne sais pas. J'attends la réponse de M. Cassou. Monsieur ou Madame Cassou, pardon. Est-ce que vous pourriez nous apporter une précision sur ce que vous entendez par CE pour 2024? Pardon, je ne vois pas. Ah, pardon, CE. Ah oui, c'est bien ça. C'est donc ce que je précisais, excusez-moi, par rapport au CEE 2022-2025, la réglementation. Que sont les C2E 2024 ? Alors, si je comprends bien votre question, hein, monsieur ou madame Cassou, donc les certificats d'économie d'énergie, c'est une défiscalisation dont peuvent bénéficier ce qu'on appelle les obligés, hein, c'est-à-dire les obligés sont les pollueurs. Voilà, on peut aussi résumer la plus grosse catégorie de pollueurs comme étant les metteurs en marché de carburant. C'est-à-dire c'est les compagnies pétrolières, c'est la grande distribution, partout où il y a des pompes à essence, hein, en fait. Donc il n'y a pas que, mais ils représentent une grande partie des obligés. Les obligés, tous les 3 ans, doivent payer une taxe selon le principe pollueur-payeur.
qui est un principe qui a été adopté dans tous les pays européens. Donc la France a adopté la directive correspondante. Et tous les 3 ans, un décompte est fait. Les obligés ayant eu, dans les années précédentes, la possibilité de s'exonérer d'une partie de cette taxe s'ils prouvent qu'ils ont pu inciter à la réalisation d'économies d'énergie. Et l'incitation en question est quantifiée sous forme de C2E, certificat d'économie d'énergie. Donc, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la 5e période des C2E. Ça fonctionne, donc, comme je disais, par période triennale. Et donc, la période triennale a commencé en 23 et donc s'arrête en 26. Donc, 2024, on est en plein milieu d'une période triennale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les obligés nous achètent des C2E, parce que ça revient à ceci. Donc, dans les travaux qu'on est amené à réaliser, eh bien, les travaux ouvrent droit à des certificats d'économie d'énergie que les obligés achètent. Voilà, comme je disais tout à l'heure, les pétroliers ou bien la grande distribution. Alors aujourd'hui, par rapport à l'obligation, donc l'obligation, ça se chiffre. Alors je vais vous donner une unité de compte qui est un peu abstraite quand on n'est pas dedans, mais il y a 1500 TWh d'obligations existantes. Bien sûr, si on prend la réalisation de cette obligation et qu'on rétropédale sur les 3 années précédentes, eh bien, on peut avoir une trajectoire de réalisation et se rendre compte si aujourd'hui on est en ligne par rapport aux objectifs qui ont été assignés ou pas. Aujourd'hui, on est légèrement en retard, mais rien de catastrophique. On voit souvent que le retard se rattrape à la fin de la période triennale. Donc voilà, les objectifs sont relativement en ligne aujourd'hui et ça amène un fonctionnement justement des C2E qui est relativement stable et puis serein. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou si c'était le sens de la question, mais voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas, M. Cassou, si vous avez besoin d'autres précisions. C'est vrai qu'on aurait... merci d'avoir précisé ces 2 œufs et leur signification. Excusez-moi, je vois qu'il y a des questions. Merci. Donc, je pense qu'on est bon. Oui, donc du coup, on voulait aussi vous préciser, je laisse la main à Clarisse Jouzeau pour vous préciser comment investir aujourd'hui sur Mimosa, sur les projets et comment suivre le parcours. Clarisse, je te laisse la Oui, parole. tout à fait. Donc, il suffit d'aller sur le site de Mimosa, sur la partie prêt, parce que nous faisons du don et du prêt. Il faut choisir votre projet. Et là, vous arrivez du coup sur la page où à droite, vous avez un petit bouton où il y a écrit « Prêter ». Donc, vous cliquez dessus et après, vous pouvez choisir le montant du coup que vous prêtez, à savoir que vous ne pouvez pas prêter plus de 2 000 € par projet et qui est par tranche de 50 €. Donc, vous pouvez choisir un nombre d'unités entre 1 et 40 selon le montant que vous souhaitez investir. Dès que vous cliquez sur le bouton « Investir », ça vous redirige vers un paiement par carte bleue. Donc, vous procédez au paiement. À savoir que si vous investissez moins de 500 € sur un projet, il y a un contrat de prêt qui est édité automatiquement, où vous y avez accès directement sur votre compte. Pour les projets à plus de 500 €, la contribution ne sera validée que si vous signez le contrat. Mais vous serez automatiquement dirigé vers la page de signature du contrat. Merci beaucoup, Clarisse. On demande si sur les projets, on peut retrouver les données financières et impact. Oui, tout à fait. Sur les pages de présentation, sur la première partie, il y a la description du projet et quel est le projet. Et vous avez des petits onglets, dont un qui s'appelle « Financer impact », où vous retrouverez du coup toute la partie financière et l'impact lié au projet. Merci beaucoup. À savoir également, que du coup, pour ces 2 projets, vous pouvez bénéficier d'un code promo. Donc, vous retrouvez là webinaire 25 qui vous permet d'avoir une réduction sur les participations sur votre participation sur les projets. Ce code vous sera envoyé
à votre adresse mail que vous avez, enfin, sur l'adresse mail que vous avez utilisée pour participer au webinaire. Voilà, donc il s'agit de 25 € offerts pour 250 € investis sur un projet. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous, Émeric et Gwenaëlle, ainsi que Clarisse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui se trouve sur le site internet de Mimosa si vous avez des questions supplémentaires surtout. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.